La forêt de Brocéliande. Forêt si connue, pourtant si mystérieuse, avec ses mythes et ses légendes qui en ont fait sa renommée. Depuis toute petite, j'ai toujours été comme attirée par le mystère, les curiosités qui façonnent notre monde. Et c'est ici, en parcourant cette si mythique et merveilleuse forêt, que je vais vous conter 6 contes, pendant que je continuerai ma marche dans Brocéliande, à capturer les sublimes lieux qui la rendent si unique. Comme une marche onirique dans le monde des mythes et légendes de Bretagne, mais surtout de Brocéliande. On dit que le vent et les nuages racontent des histoires mêlées de légendes et d'histoires savantes. Que le murmure des arbres raconterait 1000 légendes et mythes à celui qui y prêterait l'oreille. Les lavandières. À travers l'Europe, on retrouve la légende des lavandières, héritières, maîtresses des destinées, détestant que l'on trouble leur royaume nocturne. L'on raconte qu'à Brocéliande, près du Rocco, toujours des passants et jamais des passantes, qui entendent des voix ou des bruits de linge mouillé, vont voir d'où viennent le bruit, tombent sur des lavandières, et lorsqu'ils les aident à plier le linge mouillé, s'ils le font dans le mauvais sens, ils se feront étrangler et essorer avec leur propre linceul. Demeure l'esprit de Morgane, ses prisonniers et les exploits de Lancelot, mais d'autres récits de légendes, de nuit et d'effroi rendent ce Val sans retour, le Val de nuit. L'une des légendes dit que la sorcière des 4 vents, faiseuse de potions et tisseuse de maléfices, avait le pouvoir d'envoyer des jeunes gens insatisfaits de leur destin jusqu'au bout d'un des 4 vents. Ceux qui y allaient ne revenaient jamais au village de Tréorantuc. Bien que la sorcière eût précisé que le voyage était sans retour, l'un d'eux réussit malgré tout à rentrer chez lui, quelques années plus tard. Du moins croyait-il, car c'est des siècles plus tard qu'il rentra. Plus rien n'avait dû subsister de ce qu'il avait connu, sauf quelques noms sur des tombes. Isole. C'est près de Concoré que la petite Isole était le souffre-douleur de toute sa famille et surtout de sa marâtre. Ses seuls moments de joie et de répit étaient auprès d'un taureau bleu qui lui parlait et la consolait. Il fut un jour où ses parents lui dirent qu'ils allaient abattre le taureau. Tous deux décidèrent de s'enfuir à travers la forêt de Brocéliande, l'enfant refusant d'abandonner son ami. Durant leur chemin dans la forêt, Brocéliande se recouvra de cuir, d'or et d'argent. L'enfant ne devait pas toucher la forêt, mais elle trouva si beau qu'à plusieurs reprises elle toucha la végétation enchantée, ce qui amènera par 3 fois le taureau à un combat avec des créatures, jusqu'aux cris furent mortels de trop, au Val sans retour. La petite fille fut recueillie par des paysans, et ils enterrèrent le taureau. Et tout au long de sa vie, la petite fille alla chaque soirée retrouver l'ombre de son ami. La bûche d'or. On raconte qu'un certain François, malingre et malhabile, au milieu de la nuit laissa éteindre la fouée où le bois se transforme en charbon. Paniqué et craignant que les autres découvrent sa faute, il partit parcourir Brocéliande à la recherche de quelque chose lui permettant de rallumer le feu. Et c'est en se perdant dans la forêt qu'il vit une étrange cérémonie. Réunis autour d'un feu dans une clairière, fées, lutins et bien d'autres espèces étranges s'étaient réunis célébrant le roi des chênes. Le roi accepta d'aider le jeune garçon et lui donna une bûche enflammée. Ainsi la fouée fut rallumée et put donner son charbon. Mais dans les cendres, la bûche du roi des chênes s'était entre-temps transformée en or pur. Longtemps le garçon cacha ce trésor, jusqu'au jour où sa cupidité prit le dessus. Il découvrit ainsi le plaisir des fêtes, beaux vêtements, sourire des jeunes filles. Il quitta même Brocéliande pour Paris, jusqu'au jour où il découvrit qu'il ne restait presque plus rien de la bûche. Et c'est alors qu'il n'y eut plus de fêtes, ni de beaux vêtements. Les amis disparurent également. Paniqué, il retourna à Brocéliande en enfilant ses vêtements de charbonnier et retourna en quête du roi des chênes. Il trouva ce roi de nouveau dans la forêt,
à la lueur rougeoyante, au fond d'une vallée. Mais là, ni danse, ni musique. Seul le grand feu était là. Se jetant aux pieds du souverain, il le supplia de lui reconfier une autre bûche. Une fois encore, le roi des chênes lui en confia une. Mais cette fois-ci, à peine la pique métallique du jeune homme s'enfonce-t-elle à peine dans le bois brûlant, qu'il se sentit tout d'un coup parcouru par un trait de feu insupportable. Il aura beau crier, se tordre de douleur, il brûla tout entier. Ils le regardèrent se consumer sans un mot avec indifférence. Son corps s'écroula en un tas de cendres que la brise du matin vint emporter. Il aura beau crier, la fiancée des morts. En Bretagne, le Dourdu, le Noir, qui traversait Quimperlé pour se jeter dans la Laïta, coulait dans une forêt de chênes, de pins tordus et d'ifs centenaires. Sur sa berge se dressait un manoir où habitait le seigneur de l'époque, et son unique fille s'appelant Ygilte, aux cheveux noirs et yeux verts comme la mer. Ygilte, fière et ambitieuse, était aussi belle qu'une aube d'été. Son père lui cherchait même un bon mari, ce dont elle ne voulait pas, puisqu'elle ne rêvait que d'un prince de Bretagne, d'Irlande ou d'Écosse, d'un paladin caparaçonné d'or ou encore d'un chevalier de la table ronde, fantasmant d'une couronne de princesse ou de reine sur sa tête. Sa seule et unique confidente était une corneille noire qui ne faisait qu'approuver tout par un claquement de bec. Puis un jour, un jeune homme fut subjugué par sa beauté. Elle le jugeait trop banal pour elle, et lui fit la cour. Ygilte, elle, l'emmena dans la forêt, sur un sentier qui épousait le bord d'une falaise, au-dessus de la forêt. Puis elle lui dit « Si tu veux ma main, sois courageux. Saute au-dessus de la rivière. Dans le sable, au fond de l'eau noire, il y a de l'or, énormément d'or. Tu en rempliras ma corbeille de mariage, et je serai ensuite à toi. » Le garçon plongea pour ne jamais refaire surface. Les tourbillons le saisirent, le bousculèrent pour finir par le noyer et l'emporter. Plusieurs fiancés d'Ygilte finirent par disparaître de cette même façon tragique. Et la jeune femme finit par acquérir une sinistre réputation, allant jusqu'à même avoir un surnom morbide, la fiancée des morts. Mais elle, au lieu de s'en soucier, elle s'en moquait, car toujours aussi attirante, belle, mais toujours aussi égoïste, insensible et cruelle, attendant encore et encore son prince charmant. Puis un jour, sur la mer, s'avançait un vaisseau dont le pavillon était aussi noir que le plumage de sa corneille, confidente de toujours. À la proue du navire se tenait un chevalier en habit d'or. Le bateau jetait alors ancre et une barque remontait la rivière jusqu'au pied du château. Le voyageur aux habits d'or n'était autre que le prince Ivor d'Irlande, beau, riche et puissant. Il entrevit à peine la jeune fille qu'il tomba instantanément amoureux d'elle. Et bien évidemment, la réciprocité des sentiments de la jeune fille était là. Elle ne songeait plus du tout à le faire, lui aussi, sauter de la falaise pour récupérer un trésor sous l'eau en vain. Elle ne lui demanda pas de plonger cette fois-ci, mais à l'inverse de l'aimer et l'épouser pour de vrai. Mais une femme d'âge mûr, au visage ruiné par le chagrin et ridée comme un océan, assista elle aussi au débarquement du beau prince. Il s'agissait d'une des mères de l'un des garçons qui avait sauté de la falaise par amour pour Ygilte. Elle était venue dans un état d'esprit de vengeance envers la jeune femme. Réussissant à avoir un temps à face avec Ivor, elle lui expliqua que Ygilte était une sorcière et que sous la falaise, au fond de l'eau noire, on trouvait des touffes d'herbes donnant l'immortalité, et que quiconque en cueille cette feuille et les mange ne craint plus jamais la canarde. Le prince regarda intensément la vieille femme, qui se disait magicienne et la crut, et obéissant à son désir obsessionnel de prolonger sa vie. Le puissant et bel Ivor escalada donc la falaise, et se dressa dans le vide. Comme les autres, il finit englouti par l'eau noire, et finit noyé et emporté par la rivière. Disparaissant dans les ténèbres liquides, tout ça sous les yeux horrifiés de la belle Ygilte, aux cheveux de jaïs et aux yeux verts comme la mer. Nourrie de son chagrin immense et portant bien son surnom de fiancée des morts, elle grimpa elle aussi la falaise pour se jeter dans l'eau noire, afin de retrouver son bien-aimé. Nul ne la revit jamais, et sa confidente de toujours, la corneille noire,
se pose chaque soir et croise tristement à la cime du roc fatal. Selon la légende, certains diraient que l'oiseau a recueilli dans son corps l'âme damnée de la jeune fille, trop belle, mais à la fois si cruelle. Mais qui n'est désormais plus que tristesse et désolation. Et c'est sur ce dernier pause que se finit cette balade à travers Brocéliande, forêt qui n'a pas fini de nous étonner par sa beauté et son histoire riche en mystères et en légendes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce si vous l'avez aimé et me laisser en commentaire votre conte légende préférée de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.